Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Tous les 15 jours, nous partons à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. Alors cet épisode aurait dû arriver sur une plateforme d'écoute un peu plus tôt dans la journée, mais j'ai eu un petit souci technique, en fait le truc idiot. J'étais en déplacement cette semaine, j'avais prévu de faire le montage de cet épisode dans le train, et je suis parti sans le cordon d'alimentation de mon ordinateur, et je me suis retrouvé très vite à court de batterie, voilà. Ce sont des choses qui vous arrivent une fois et qui généralement se reproduisent plus parce que la fois suivante, on vérifie par 2 fois que le cordon est bien dans le sac. Bref, c'est parti, dans cet épisode, on monte à la capitale. Saison 2, épisode 9, la brasserie de Lettres à Paris. On avait déjà croisé des bières qui parlent breton avec la brasserie Louarn à Rennes, et cette fois-ci on va déguster des bières qui parlent latin. La brasserie de Lettres est une brasserie innovante, aux recettes travaillées, et qui devrait atteindre les 1100 hectos fin 2019. Aux 7 terres rue du Vergier dans le 19e arrondissement de Paris, c'est Édouard Jaladehen qui nous accueille. On est une petite brasserie artisanale dans le cœur de Paris, donc avec les caractéristiques d'une brasserie urbaine, avec ses avantages, ses inconvénients. Et voilà, on essaie de bosser correctement, enfin en tout cas selon nos définitions à nous. Donc on travaille en bio et surtout sous mention nature et progrès, donc sans ajout de quelque sorte que ce soit. Et voilà, on a créé 5 emplois en 4 ans, on arrive à notre max de production, etc. Donc on ne va pas beaucoup changer, puisque ce n'était pas le but de faire un monstre, mais juste de pérenniser une petite entreprise dans Paris et de dire qu'on peut bosser dans la réindustrialisation de Paris, qu'on peut bosser proprement, correctement, en suivant les règles. Et il y a une question de finitude là-dedans et de, voilà, une fois qu'on sera arrivé à notre max, et ça sera le max. Comment t'en es venu à créer une brasserie ? Je suis un peu comme un saumon, en fait. Voilà. J'ai remonté un saumon zitophile et j'ai remonté un peu le cours de la bière, donc de mes études. Ensuite, j'ai fait une douzaine d'années intermittentes du spectacle, où la bière est assez présente, l'alcool en général, mais la bière est assez présente. Puis je suis un peu par capillarité, je suis devenu barman. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années barman de nuit. Et puis pareil, en remontant le cours, à force, je me suis intéressé à mais comment on fait ça. Et l'idée de la brasserie est venue avec un de mes premiers associés, qui est plus dans des milieux très underground parisiens. Underground, c'est des gens qui font des choses un peu étranges, dont beaucoup sous Paris, mais fait partie des gens qui ont rénové l'horloge du Panthéon de manière totalement en dehors. Donc ils avaient monté un atelier d'horlogerie dans la coupole pendant 1 an, totalement en dehors des trucs, sans autorisation, sans rien, etc. Et on s'était dit, à l'époque, il n'y avait aucune brasserie sur Paris. Et on s'était dit, mais nous, on voudrait redonner une bière à Paris. Faire une bière qui soit typiquement parisienne et faire pousser de l'orge là, faire pousser du houblon là-bas, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a monté cette brasserie qui ne devait pas être aussi grande au départ, qui devait être une petite chose, et puis qui est devenue, en tout cas à notre taille, qui reste une taille humaine, mais qui est quand même un joli chouet. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça se soit développé au-delà de ce que tu avais imaginé ? Parce qu'à partir du moment où je me suis dit que j'allais en faire un métier, il y a des contraintes économiques, et particulièrement celui de s'installer à Paris, donc avec des contraintes économiques fortes. Et il faut trouver l'équilibre entre justement la production d'un côté et payer le loyer de l'autre. Donc là, ici, on a 8 000 € de loyer par mois, je crois. Donc il faut quand même produire quelques petites canettes pour pouvoir payer ne serait-ce que le loyer.
Canette ou bouteille? Bouteille, canette, on a travaillé un peu sur les canettes, mais Nature et Progrès, par exemple, les canettes, c'est pas trop notre truc, à cause des vernis alimentaires qui sont dedans. Donc il n'y a plus de bisphénol A, maintenant c'est le bisphénol B, et puis quand le bisphénol B sera interdit, ça sera le C, puis on ira jusqu'à Z, et puis on incrémentera un autre nom. Donc voilà, pour l'instant c'est pas notre truc. Nous on bosse plus sur la consigne, la réutilisation, etc. Ce qui est compliqué aussi, parce que c'est Paris, et que sans volonté politique de faire des points de consigne, etc. Pour l'instant c'est pratiquement impossible, en tout cas à notre taille à nous, parce que justement on produit pas mal, de faire de la consigne. Mais on travaille dessus. C'est-à-dire on travaille dessus par exemple avec les Biocoop qui essayent de mettre en place des systèmes de consigne. On a fait des tests de consigne avec Jean Bouteille, donc qui est un laveur qui est lillois, qui pensait installer une laveuse de bouteilles à Pantin, donc juste à côté de chez nous. Et puis voilà, le vrai problème c'est les points de consigne. C'est si les gens peuvent pas mettre leurs bouteilles un peu n'importe où, enfin, en tout cas près de chez eux, et ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Et le problème étant la place à Paris, c'est-à-dire qu'il y a plein de caves qui se sont ouvertes, etc. Mais il y a 60 ans, quand on ouvrait une cave, on avait un entrepôt derrière, une grande cour, etc. Maintenant, on ouvre une cave, on a 20 mètres carrés. Et consigner des choses, ça veut dire avoir des bouteilles sales dans un petit local. Donc pour l'instant, c'est pas trop possible, mais on travaille dessus, dont au niveau politique, à essayer de pousser les choses. Aujourd'hui, les brasseries à Paris, il y en a tout un tas. C'était pas le cas il y a 4 ans? La première qui s'est montée à Paris, c'était la Goutte d'Or, il y a presque 6 ans. Et puis après, après, on est tous arrivés plus ou moins dans un mouchoir de poche avec Bap Bap. Il y avait la baleine qui existait déjà. Bap Bap, et il doit y en avoir une autre. Je ne sais plus. Et depuis, oui, non, il y en a une petite dizaine maintenant, je crois, à Paris. Plus les brewpubs qui se sont montés un peu partout, etc. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette que ça ait bien pris à Paris et qu'il y a des gens qui s'investissent là-dedans et que voilà, il y a une force de proposition comme ça qui soit pas juste on fait de la bière parce que c'est cool et que ça rapporte de l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Enfin, pas à notre niveau, quoi. Pas avec 8 000 € de loyer. Moins, en tout cas. Voilà. Tu nous parlais d'une production bio, tu nous parlais de Nature et Progrès qui est peut-être moins connue. Quelle est la démarche ? Donc Nature et Progrès, on n'a pas le droit de le dire du tout que c'est bio plus, mais bon, voilà. En gros, si le bio s'intéresse uniquement aux matières premières, Nature et Progrès va s'intéresser à un côté plus systémique, c'est-à-dire avoir bien en amont ce qui se passe dans les productions et tout ça, etc. Avoir bien en aval de ce qu'on fait de nos déchets, de comment ça se passe, etc. Avoir sur le process quels sont, avec quoi on nettoie nos sols, tout ça, etc. C'est-à-dire qu'on soit en cohérence systémique avec une idée de qu'est-ce que ça veut dire de bosser bien, enfin de bosser correctement, en ayant un minimum d'impact sur notre écologie et notre écosystème. Tout ça, c'est les grandes lignes de Nature et Progrès. Ensuite, il y a une part un peu sociale aussi dedans, d'essayer de payer à peu près correctement ses salariés, de ne pas leur faire tout le temps la même chose, de la formation, etc. C'est les grandes bases. Dit comme ça, j'ai l'impression qu'on est des héros angéliques. Mais bon, dans les faits, c'est juste qu'on essaye de faire les choses correctement. Ça a un impact sur la qualité du produit ? Ça, j'en ai bien aucune idée. En tout cas, ça a un impact sur nous, notre bonheur de faire de la bière.
Sur la qualité, c'est toujours pareil. On utilise des produits de qualité, on travaille beaucoup en local. Quand j'ai monté la brasserie, vu que l'idée c'était de faire une bière parisienne, et on essaye au fur et à mesure d'avoir les choses les plus proches possibles de nous. On bosse avec de l'eau de Paris qu'on ne traite pas, on bosse avec des orges qui viennent pour l'instant de Picardie, de Champagne, un peu de Beauce, même si je n'ai toujours pas compris comment ils arrivent à faire du bio dans la Beauce, mais bon. On bosse avec des houblons alsaciens, donc avec la Copoudal, parce que c'est 95% pour l'instant de la production de houblon. Et en même temps, on soutient des houblonnières qui se sont montées il y a un an, qui sont en train de se monter maintenant, dont la Ouf, dont voilà, des néo-houblonniers. On est vice-président de Houblon de France, la brasserie est vice-président de Houblon de France, parce qu'on est très impliqué à un niveau associatif sur justement refaire vivre ces métiers. Et pour nous, c'est très important de refaire vivre nos approvisionnements et de pouvoir avoir des choses qui sont de plus en plus proches de nous, quoi. Est-ce que ça joue aussi cette philosophie, cette mentalité sur la distribution ? Est-ce que la brasserie de Lettres a défini son périmètre de distribution sur Paris et la région, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin ? Alors au départ, on a défini, c'est même pas qu'on a défini des choses, c'est notre philosophie entre guillemets fait que de toute façon on va pas aller en grande distribution. Ça c'est voilà, on va pas aller chez Monoprix, on va pas aller chez Casino, Carrefour, etc. C'est à l'inverse de ce qu'on pense, donc on le fait pas. Ensuite, en distribution, on est distribué à pratiquement, ça doit être plus de 90% de notre prod et sur Paris et la région parisienne, mais aussi parce qu'on est dans un bassin de clientèle qui est énorme et que nous, on a une toute petite production. Ensuite, ça nous arrive d'avoir un peu de distribution en France. Un peu dans l'ouest, un peu dans le sud, ça dépend des gens qui ont envie de nous avoir, etc. On ne dit pas non tant que c'est des petits cavistes, des bars, des indépendants, quoi. Des gens qui aiment ça. Donc là, on est dans le 19e à Paris. C'est un bâtiment qui a toute une histoire, parce qu'on est dans un ancien garage. Enfin, ça a été un garage, mais pas que. Ça a été une forge, ça a été différentes choses. Oui, c'est-à-dire que le quartier était un quartier extrêmement d'artisans, il y a beaucoup de garages aussi, etc. Avant-guerre, puis après-guerre, etc. Il a changé un peu plus de forme dans les années 70, où ici c'était un grand entrepôt en bois. La porte qui est là est une porte de 1900 qui est en chêne, qui est la seule chose qui reste de cet entrepôt en bois. Mais bon, la porte est tellement... moi je les trouve belles, même peinte en grise comme ça. Mais voilà, donc le quartier a pas mal changé dans les années 70, où ça a bétonné beaucoup, et voilà. Et puis ils ont construit pas mal d'immeubles. Il y avait une ferme juste au coin de la rue, hein. Vraiment une ferme avec des animaux, tout ça, etc. Donc ça s'est construit beaucoup, et donc cet entrepôt qui a été une forge, qui a servi à monter les kiosques parisiens, donc les kiosques de journaux qui arrivaient à l'époque de Pologne, étaient montés ici, puis déposés dans Paris, un peu partout. Ça a servi de garage, ça a servi de la dernière utilisation, c'était une métallerie, donc des gens qui faisaient du métal. Et puis maintenant, nous, voilà, on fait de la pierre. Et c'est plutôt rigolo. Et puis le quartier est aussi en mutation, donc un peu comme tous les quartiers de Paris qui, anciennement quartier populaire, se gentrifient de plus en plus. Nous ici, on est encore à la moitié de la gentrification. Il y a des coins du 19 qui sont beaucoup plus gentrifiés que d'autres, etc. Nous, on est un peu en plein milieu de tout ça. On est en porte ouverte tout le temps parce que déjà, on n'a rien à cacher. C'est un peu l'avantage de Nature et Progrès aussi. Et puis qu'on a envie de montrer aux gens que oui, c'est possible. C'est possible de travailler correctement et d'être à Paris. On va visiter ? Ouais,
Allons-y. Alors, on a descendu les quelques marches qui séparent le bureau de la brasserie. Là, on arrive tout de suite chez nos nouveaux poussins qu'on va héberger pendant quelques années, j'imagine. Donc, qui est une biscuitière qui fait des broustiques, donc qui fait des gâteaux apéritifs à base de noix de drèche. Et qui va accueillir aussi de ce petit labo un boulanger qui est en nature et progrès comme nous et qui lui distribue que des AMAP et il fait tout à vélo. Donc voilà, c'était dans nos projets sur cette brasserie, c'était aussi essayer d'aider des gens à leur mettre le pied à l'étrier, à pouvoir faire des nouvelles choses sur nos coproduits de brassage, dont la drèche. Donc on bosse aussi avec des apiculteurs pour savoir comment ils peuvent utiliser les levures de bière pour nourrir les ruches en hiver. On bosse avec diverses assos sur la réutilisation de la drèche, que ce soit en matériaux de construction, en matériel de chauffage, l'impact que ça a sur la méthanisation, le paillage, enfin plein de petites choses comme ça qui prennent un peu de temps mais qui nous semblent importantes. Ça fait partie de notre petite nébuleuse à nous, d'avoir des gens un peu proches de nous aussi. Juste au-dessus, il y a un bureau avec une torréfactrice, avec qui on fait des bières au café, qui est une amie à nous et qu'on a amené ici, avec les bureaux de Beemaker qui font des petits kits de brassage, petits kits de 5 litres, qui sont très rigolos et qui marchent très bien, avec un petit livret très explicatif, qui est vachement bien. Je sais, je l'ai corrigé. et voilà, on essaye de monter un peu une nébuleuse autour de nous pour déjà pas être tout seul, parce que c'est important. Et puis essayer de se soutenir les uns les autres dans des entreprises qui sont toutes jeunes et qui sont souvent un peu fragiles et où on avance tous ensemble, quoi. On a l'impression aussi d'être dans une sorte de cercle vertueux. Oui, c'est toujours rigolo quand on dit ça, parce qu'on n'est pas des chantres de la vertu, je crois pas. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, oui. D'essayer de voir en plus grand, et quand on voit en plus grand, on essaie de faire les choses au mieux dans toutes les parties sur lesquelles on a un impact, quoi. Quand elles sortent de brassage, c'est une matière, c'est pas un déchet, hein, c'est une matière organique qui contient des fibres, des protéines, un peu de sucre, etc. Donc qui est utilisée directement. Et sinon, elle part en méthanisation. Donc on bosse avec une compagnie qui s'appelle Love Your Waste, qui collecte des déchets et qui les emmène chez un méthaniseur. Le gros truc de Love Your Waste, en fait, c'est plus la formation sur éviter le gaspillage alimentaire, tout ça, etc. Donc ils bossent beaucoup avec des collectivités, des écoles, des collèges, des lycées, des hôpitaux, pour essayer, pour eux, faire réduire en fait les déchets, même si ils vont en récolter moins, mais c'est un peu leur but. C'est pas, souvent chez les collecteurs de déchets, il y a un peu ce truc un peu étrange de non mais en fait ce qu'on voudrait c'est que vous en fassiez moins des déchets. C'est pas je veux de plus en plus de déchets, c'est eux ils sont vraiment dans ce truc de on va vous apprendre à faire moins de déchets et à former les gens pour dire voilà on peut diminuer au fur et à mesure les déchets, particulièrement les déchets alimentaires. Nous on est dans un truc un peu différent parce qu'on peut pas réduire nos déchets de brassage. Plus on brasse, plus il y a de drèche. Donc ça part directement en méthanisation, sauf ce qui est détourné pour faire des petits gâteaux apéritifs qui sont extrêmement bons et qui donnent soif, donc toutes les qualités pour un brasseur. À côté du nouveau labo, là, où les drèches sont transformées, on trouve, et c'est plutôt inattendu, un conteneur maritime. Alors ça, c'est le stock pour le malt. Il faut savoir qu'à Paris, il y a quand même pas mal de Mickey, des petites souris, des rats, etc. En plus, on est à côté du canal, donc il y a une vie assez
assez forte là-dedans. Moi, j'ai bossé en bar de nuit dans Paris pendant de nombreuses années et c'était un des problèmes qu'on peut avoir dans les bars et où on se rend compte que, en gros, à peu près quel que soit ce qu'on peut faire dans une pièce pour la protéger des rats, ça ne marche pas. Donc le conteneur maritime, qui est un peu conçu pour ça, ça marche pas mal. Donc voilà, un petit conteneur maritime qui était une solution, et en plus économiquement, ça ne vaut pas grand-chose, un conteneur maritime déclassé. Donc voilà, quand on a monté la brasserie, cette solution-là s'est un peu imposée à nous pour stocker nos malices. Et c'est efficace. Et c'est efficace. Ouais, donc juste à côté du conteneur, le concasseur. Donc le concasseur qui est un peu donc en dehors de la brasserie dans laquelle on va rentrer tout à l'heure pour éviter les poussières et tout ça, etc. Et tout ce qu'il y a sur le grain qui peut contaminer un peu partout. Voilà, un petit concasseur, histoire de concasser le mal, de ne pas le réduire en farine, mais de préserver au maximum l'intégrité de l'enveloppe de la graine. Donc nous voilà arrivés en brasserie. Donc ce qu'on entend derrière là, c'est notre biscuitière qui n'a pas encore pris ses marques dans son labo puisque le labo n'est pas fini et que donc il fait ses essais là en brasserie, donc avec sa petite machine à broustic. Et puis à notre gauche, notre nouvelle embouteilleuse qui est arrivée il y a assez peu de temps. Donc on vient de passer en isobarométrique, ce qui nous a permis de libérer de la place pour accueillir justement la biscuiterie. Donc voilà, on avance dans la brasserie, on arrive donc à ce qu'on appelle la brasserie chaude, avec donc c'est une brasserie un peu comme dans toutes les brasseries, hein. Il y a une grosse casserole, une bouilloire, une passoire, un refroidisseur et voilà, c'est des casseroles, hein. Après il y a des casseroles qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Là ici on est c'est très manuel. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire manuellement, ce qui est bien, ce qui était un peu ce qu'on voulait, parce que quand on arrivait dans ce métier-là, on découvrait. Hein, j'avais fait du brassam chez moi pendant quelques années, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu la découverte de matériel plus industriel, etc. Mais j'avais envie de garder la main dessus quand même. Donc ces petites casseroles qui nous permettent de remplir la petite forêt de fermenteurs qui est derrière nous. Ouais, parce que les fermenteurs, il y en a un paquet quand même. Il y en a un paquet, ouais. On a 6 fermenteurs de 10 hectos, 6 fermenteurs de 20 hectos. Là, on en attend encore. Mais étant donné que notre production est très lente, on laisse le temps faire les choses, beaucoup. Nature et Progrès, ça veut dire aussi qu'on ne s'autorise pas tout ce qui est clarifiant, gélifiant, etc. Donc, voilà, il faut laisser autant faire les choses. Et puis on se rend compte aussi que la phase de clarification, c'est pas juste pour que la bière soit claire, c'est aussi une phase d'affinage, un peu comme dans le fromage. Et que voilà, après, nous, c'est minimum 4 semaines de garde, donc de garde à froid. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on arrive à un peu optimiser la qualité de nos produits. Mais forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Donc il faut beaucoup plus de fermenteurs. Aujourd'hui, tu as une gamme de combien de bières ? Sur notre gamme régulière, on a 5 bières. Et sinon, en ce moment, je sais pas, on doit être à 16 ou 17 références entre les vieillis, les one-shots, les choses qui reviennent une fois par an, les choses qui commencent à revenir un peu plus, etc. Donc ça en fait plein de petites choses, etc. En même temps, quand on monte une brasserie, c'est pas pour faire une bière ou 3 bières toute sa vie. Sinon, fallait pas faire ça, quoi. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu expérimentes ? Qu'est-ce que tu recherches dans ta production, dans tes recettes ? À me faire plaisir, parce que je me suis bien rendu compte, mais c'était un peu mon idée de base aussi, que si moi je me fais pas plaisir et si je fais pas des bières que j'aime, je vois pas comment je vais réussir à les vendre. Donc je fais que des bières que j'aime. Et puis si je les aime assez, j'arrive à partager cet amour avec plein d'autres gens. Donc ça marche plutôt pas mal.
Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Donc tu as choisi de nous présenter 5 bières. Ouais, 5 bières, 5 petites choses, 5 petites créations, des choses de notre gamme de base, des choses un peu plus de saison, puis voilà, des petites bières qui font des câlins. On va commencer par une petite Sphinx, qui est une petite saison au blé. Donc on est vraiment sur les geeks, ils appelleraient ça old fashioned saison. Nous on appelle ça une petite saison. Allez, allons-y. Ouais, c'est très clair. Hein. En fait, on était un peu sur un truc un peu champanisant, voilà, des bulles très fines, quelque chose qui se boit un peu sans y penser. D'ailleurs, on a souvent des petites histoires derrière nos bouteilles et donc le Sphinx, là, si tu vois sur l'étiquette, il est marqué Hic soluntur ambigua vitae. Quand votre vie est une énigme, ceci est une solution. On fait plein de petites blagues. Donc on est bien sur une saison, donc ce côté un petit peu fermier, un petit peu foin, un petit peu cul de vache, etc. En bouche, on va être sur quelque chose de beaucoup plus délicat, qui est vraiment très, très agréable à boire comme ça. Moi j'adore ça. Donc, en fait, quand on a monté la brasserie, on a les premières bières que j'ai commencé à faire, elles me correspondaient, c'est-à-dire que c'était vraiment des bières pour en boire des litres. Donc voilà, je faisais des bières pour en boire des litres. Maintenant, quelques années plus tard, on essaye de faire quelques bières de dégustation. On en boit quand même des litres, mais enfin bon, voilà. Deuxième bière, là on va passer sur une petite bière qu'on a fait pendant la saison des framboises. Donc on a fait une petite bière à la framboise. Sachant que un peu comme d'habitude chez nous, c'est pas trop le sucre qui nous intéresse, mais c'est plus le fruit. Donc tu vas voir si on a réussi ou pas. Alors forcément, c'est beaucoup moins clair et beaucoup plus rose. Il y a de la framboise dedans, on est à pratiquement 130 grammes par litre de framboise, donc voilà, c'est bien framboisé. Ça s'appelle Rubus Fidaeus, qui veut dire framboise en latin. Ça fait partie de notre gamme Sextant, qui sont nos bières exploratoires. On essaye des nouveaux trucs, tout ça, etc. Là, tu vois, sur les petits... la petite citation latine qui accompagne une grosse majorité de notre bière, là tu vas avoir ad infinitum ultraque, vers l'infini et au-delà, puisqu'on adore Toy Story. Mais donc forcément un nez très framboise, très fruit. Ah oui, en même temps on en a mis beaucoup quand même, donc voilà, mais le truc c'était qu'il fallait vraiment pas pour nous qu'il y ait de sucre. On voulait pas tomber dans les bières extrêmement on fait une bière aux fruits, il faut que ça soit sucré, on va faire une bière de filles. Nous, les filles qu'on rencontre sur tous les salons, etc., sont plus passionnées par des bières, des Imperial Stout, des bières noires, des choses qui ont beaucoup de corps, qui ont beaucoup d'alcool souvent, etc. Et ça, c'est plus nous, notre bière qu'on a bu tout l'été. Voilà, c'est rafraîchissant. Un petit côté framboise comme ça, c'est la saison, ça tombe bien. Troisième dégustation. Sœur de la Côte, donc référence à Frère de la Côte, donc une bière de pirate un peu. Celle-là est sous-titrée Mea Flores Monstruos ad Fondum, qui est mon insulte féministe préférée. Ça veut dire bois mes règles. Tu vas voir, tu vas comprendre. Au niveau de la couleur et tout ça. Là, on a donc de l'hibiscus et de la poudre à canon. Enfin, du gunpowder. Enfin, du thé vert, quoi. Donc, on est un peu plus complexe. On sent quand même l'hibiscus qui vient. On n'a pas vraiment le thé à cette phase de la dégustation. On a quelque chose d'assez... qui a l'air assez rond, avec une petite mousse persistante. Voilà, dégustons. Là en bouche, on voulait aller sur le côté acidulé de l'hibiscus. Et pour ce faire, on a aussi utilisé un houblon qui s'appelle Aramis, qui a tendance à ressortir une petite chose comme ça acidulée. J'aime bien faire ça sur mes bières, d'avoir un peu des tons sur tons entre les houblons que j'utilise et les quelques ingrédients qu'on met en plus dans des bières pour justement aller chercher des vrais supports d'acidité, etc. Enfin, c'est un peu ma façon de monter mes bières, quoi. De faire mon petit mécano
et d'avoir des choses qui supportent bien le côté acidulé, là par exemple, est bien supporté par le houblonnage derrière. Quatrième, donc c'est une Triplex Coffea Demencia. C'est une bière qu'on fait en coopération avec une amie qui est torréfactrice, qui fait partie des néo-torréfactrices. Voilà, donc avec qui on bosse chaque année, avec un café différent, une recette de bière différente pour bien se mettre avec ce café-là. Là, c'est la 3e version, donc, avec un café d'Éthiopie. Et voilà, on fait une triple onction de café dans une triple. Donc on va avoir du café moulu en fin d'ébullition, on fait un dry beaning, donc on fait infuser des grains de café entiers pendant la garde, et en fin de garde on va rajouter un cold brew de café juste avant l'embouteillage. Donc qui apporte à chaque fois des notes de café assez différentes, parce qu'on le goûte tout au long de la production, et ça apporte à chaque fois une couche supplémentaire. Donc là on est sur un corps de triple, donc quelque chose d'assez rond. Et voilà. Après c'est assez rigolo, hein. Moi, j'aime plus boire que parler la plupart du temps, donc on va faire ça, on va boire. Oui, alors au nez comme en bouche, il n'y a pas de doute, c'est café. Ah, c'est café. Et vraiment, c'était un peu, voilà, on essaye de faire une recette pour mettre en valeur un café. Donc une recette qui essaye de disparaître un peu derrière, où on a du malt, un tout petit peu de houblonnage, mais c'est très, très léger. Et on essaye de mettre le plus possible en valeur ce café et ses particularités. Là, en l'occurrence, un petit peu fruits rouges, un petit peu, voilà, des trucs très, très fins. L'année dernière, c'était plus sur un café qui avait des notes de noisettes, chocolat, où on avait un corps plus rond pour accorder à tout ça. La première année, c'était un café très floral. Voilà. Donc à chaque fois, on a une expérience différente. Et ça marche plutôt pas mal, quand même. 5e et dernière dégustation, la Féon, et vu ton sourire en coin, je sens que tu es impatient qu'on la déguste celle-là. Ouais, non, c'est un peu notre bière. Enfin, en tout cas, moi, en tant que brasseur, c'est un peu la bière dont je suis le plus fier dans la brasserie. Parce que ça doit être la première bière où, entre l'idée que j'en avais et sa réalisation, ça a réussi à matcher. C'est pas si souvent que ça, quand on est jeune brasseur, qu'on arrive à faire exactement ce qu'on voulait. Et puis c'est une bière qui casse un peu les codes, donc c'est un style totalement ridicule, comme tu l'as compris. Donc c'est une Imperial Saison, Dark Imperial Saison. Donc là où on attend de la saison, de la fraîcheur, un truc léger, etc., on est sur ça, à 8,5 degrés et noir. On est sur quelque chose d'extrêmement sec, qui casse totalement les codes par rapport aux bières noires, justement. On va avoir de la torréf, on va avoir plein de goûts comme ça. On va être plus sur des houblons résineux. Voilà. L'idée de départ, c'était une petite balade dans une pinède. Le soleil se couche, l'humidité se lève. On commence à avoir un peu les miquettes. Et il y a des féons au fond des bois. Alors là, au nez, tout de suite, on est sur un truc très, très, très complexe. Ouais, beaucoup plus complexe, avec plein de choses, avec un peu de résine, un peu de torréfaction, de café, un petit peu même de caramel, alors que je déteste ça. Mais voilà. On s'attend à un truc très lourd, vraiment très enrobant, qui va un peu, qu'on va avoir un petit peu l'impression de mâcher sa bière. Et pour arriver en bouche sur exactement l'inverse. C'est-à-dire quelque chose qui coule totalement, qui est extrêmement sec et dont on peut boire des litres. Et c'est important de boire des litres. Ouais, boire des litres, elle est quand même à 8,5. Oui, tu vois, tout le monde n'a pas de physique, mais il y a des gens qui le font, quoi. Moi, par exemple. Féon, c'est un peu ma passion, quoi. Féon, c'est bon, mangez-en.
Merci à Édouard Jaladehen pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Notez que la brasserie de Lettres est attendue au festival Bière à Lille les 9 et 10 novembre prochains. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir la brasserie de Lettres en images. Dans 15 jours, je vous emmène dans la Drôme. En attendant, c'est le moment ou jamais de manifester votre soutien au Podcapsuleur. Pour cela, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.